Nous sommes à quelques kilomètres de Shanghai, aux portes de la Chine. Ici, des milliers de femmes et d'hommes sont mobilisés pour un chantier pharaonique. Ce projet hors norme est un défi technique et humain sans pareil. Car ici, ce n'est pas un, mais 9 porte-conteneurs qui sont construits, 9 géants d'acier parmi les plus gros du monde. Ils sont fabriqués simultanément en à peine plus de 2 ans. L'armateur de cette nouvelle génération de bateaux est français. C'est CMA CGM, un leader mondial du transport maritime. Objectif de ces colosses, déplacer toujours plus de marchandises, pas moins de 215 000 tonnes par navire, à l'image du premier d'entre eux, le Jacques Saadé. Le CMA CGM Jacques Saadé fait 400 mètres de long, 61 mètres de large, 70 mètres de haut, avec 300 000 tonnes de déplacement au maximum, 16 mètres sous l'eau. Ces navires marquent un tournant dans le transport maritime. Une révolution pour l'alimentation du moteur, l'emploi du GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est une grande première mondiale. C'est la première fois qu'on va construire un moteur de cette taille et de cette puissance qui va fonctionner au gaz. Symbole de cette innovation, une cuve révolutionnaire. C'est elle qui accueillera le gaz naturel sous sa forme liquide, à moins 161 degrés. Un gaz liquéfié moins polluant que le fioul. Ce gaz alimente un moteur unique, le plus gros moteur au gaz naturel jamais construit. Il fait près de 20 mètres de haut, soit un immeuble de 6 étages. Ce moteur fait tourner une hélice monumentale de 10 mètres. Chacun de ces navires est capable de transporter 23 000 conteneurs, soit 4 fois le tour du périphérique parisien une fois mis bout à bout. On peut charger jusqu'à 12 conteneurs les uns sur les autres et 22 conteneurs dans la largeur. Il y a 11 cales comme celle-ci à bord du Jacques Saadé. Avec le manager du chantier et le commandant, vous allez pénétrer au cœur du poste de commandement et vous suivrez les moments clés de la construction de ces navires. Le navire vit. Le navire est vivant, il bouge, il se transforme. Chaque vibration, on la ressent. Chaque son, on l'entend. Comment donner vie à ces 9 géants français en un temps record? Quelle technique pour maîtriser ce chantier démesuré? L'histoire de ces porte-conteneurs est celle d'un pari immense. Comment construire 9 navires en à peine plus de 2 ans, alors qu'en général, il faut 18 mois pour en construire un seul? Pour cela, il a fallu lancer ce chantier gigantesque, capable d'accueillir les navires et toutes les infrastructures qui s'y rattachent. C'est à l'autre bout du monde que le chantier est implanté. Il est situé en Chine, aux portes de Shanghai, sur l'île de Changqing. Ces installations navales s'étendent sur près de 4 km de long. Pour relever ce défi, ce chantier offre 3 cales sèches où vont se relayer les 9 bateaux. Des sites comme celui-ci, capables de sortir plusieurs dizaines de superstructures navales par an, il en existe peu. Essentiellement basé en Asie, ce continent a su développer un savoir-faire unique. C'est quelque chose d'absolument fascinant de voir ça et de voir l'efficacité industrielle auquel ces chantiers-là sont arrivés. Le chantier est une véritable ville. Au total, plus de 6 000 ouvriers, techniciens, ingénieurs, venus du monde entier. Ce chantier me fait penser à un ballet extrêmement bien organisé. C'est un petit peu comme une fourmilière. Chacun a une fonction bien définie, ça grouille, ça fourmille partout. Le challenge à relever est de taille. Chaque bateau va devoir charger jusqu'à 23 000 conteneurs. Une première. Alors, leurs dimensions sont hors normes. Ils mesurent 400 mètres de long, l'équivalent de 4 terrains de football, 61 mètres de large et près de 78 mètres de haut. C'est plus grand que la Statue de la Liberté. À vide, il pèse 70 000 tonnes. Pour construire ces colosses dans les temps, il faut une vigilance
et une organisation extrêmement rigoureuse à tous les niveaux. Dans l'un des nombreux entrepôts du chantier, des ouvriers assemblent une partie du navire que l'on appelle un bloc. Car pour coordonner au mieux la construction des 9 bateaux, la logique choisie est celle de Lego géants. Les navires sont assemblés dans les immenses bassins en cale sèche. Les uns après les autres, les blocs sont amenés puis soudés entre eux. Un jeu de construction géant terriblement efficace. Chacun d'eux est spécifique, il possède une place précise dans le navire. Pour fabriquer à la chaîne ces 9 géants des mers sans perte de temps, il a donc fallu créer des milliers de blocs indépendants. Et pour optimiser davantage le temps, tout y est déjà installé. Tuyauterie, équipement, prêt à être connecté. Ces méga-parties sont acheminées au cœur du chantier, près des cales sèches, pour être assemblées au reste du navire. On découvre à nu le squelette du bateau. Donc là, on a un bloc qui n'a pas encore été assemblé, donc ça nous permet de voir une coupe de la structure de la coque du navire. Donc ça, c'est l'épaisseur de la coque du navire. Ces bateaux sont des colosses à la peau très fine, mais extrêmement résistantes. Et ce sont surtout des puzzles complexes aux nombreuses pièces. Il nous faut environ 399 blocs pour assembler la coque. Chaque bloc va peser entre 150 et 300 tonnes. Une fois prêts, les blocs vont être soudés entre eux. Toutes les parties doivent être jointes avec une précision chirurgicale. Tel un vaisseau sorti de Star Wars, une section de l'arrière du bateau, composée de 5 blocs, approche lentement du bassin. 790 tonnes, le poids de 2 TGV, sont suspendus dans les airs. Les grues, appelées aussi portiques, sont tout aussi massives. Elles soulèvent jusqu'à 600 tonnes. Ici, 2 grues fonctionnent en tandem. L'assemblage de ces méga-pièces doit se faire dans un alignement parfait. Mais comment construire un navire en gardant le fond du bateau accessible? Que faut-il faire pour que les différentes parties ne s'abîment pas au contact du sol? On utilise de petits supports incroyablement solides. Dans le vocabulaire naval, on appelle cela des tins. Ils vont tapisser le fond du bassin. C'est sur eux que sera posé le bateau. Le tin est un morceau de béton avec une pièce de métal par-dessus. Chacun peut supporter 200 tonnes sans abîmer la coque. L'ensemble des tins va porter les presque 70 000 tonnes du bateau terminé. C'est très important de bien les placer pour pouvoir bien supporter le poids du navire qui repose entièrement dessus. L'assemblage d'un nouveau géant pourra bientôt commencer. À l'origine, il y a les tôles. 12 661 découpes d'acier. Elles sont la matière première de la structure du porte-conteneurs, comme des cellules dans le corps humain. Elles arrivent près du chantier par voie maritime, par centaines. Pour fabriquer les pièces, eh bien, on part d'une tôle pleine, d'une dimension relativement importante, hein, généralement des tôles d'une quinzaine, parfois une vingtaine de mètres de long. Avec ces tôles, la structure est donc principalement faite d'acier, un matériau réutilisable, à l'infini.
La beauté d'un navire, c'est qu'il est à 99,9% recyclable. Dans 30 ou 40 ans, le bateau sera démantelé. Presque toutes ses parties pourront alors être réutilisées. Aux alentours de l'entrepôt, un véritable champ de tôle. Des milliers de plaques attendent d'être découpées. Mais pourquoi construire des porte-conteneurs toujours plus grands? La réduction des coûts des transports n'est pas l'unique raison. L'enjeu environnemental est aussi déterminant. En effet, si l'on transporte 23 000 conteneurs en un seul trajet, on réduit d'autant les émissions pour chacun d'entre eux. Nous avons juste un moteur, certes, beaucoup plus imposant que celui d'un moteur de camion, mais qui, en soi, va polluer moins que les 23 000 camions qui vont transporter leurs conteneurs d'un bout à l'autre. Le trafic maritime est donc comparativement bien plus écologique que le trafic aérien ou routier. Avec des tailles de plus en plus colossales, propulser des navires de manière plus propre est un véritable challenge. Un défi majeur de ce début de XXIe siècle, arriver à la plus faible empreinte environnementale. Pour les 9 bateaux, un système de propulsion révolutionnaire a donc été mis en place. Contrairement aux anciennes générations de porte-conteneurs de même dimension, ils ne fonctionnent plus au fioul, mais sont alimentés au gaz naturel liquéfié. On appelle cela le GNL. Certains bateaux sont déjà alimentés ainsi, mais l'utilisation de ce carburant à l'échelle de porte-conteneurs de 23 000 unités est une nouveauté. C'est une grande première mondiale. C'est la première fois qu'on va construire un moteur de cette taille et de cette puissance qui va fonctionner au gaz. Ce choix de carburant présente un avantage majeur, une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre. Lors des trajets, il est beaucoup moins polluant que le fioul. Le GNL est donc un atout primordial dans la course à la réduction de l'empreinte environnementale des navires. Le gaz naturel liquéfié permet de réduire de 20% les émissions de CO2, de 85% les émissions d'oxyde d'azote, de 99% des oxydes de soufre et les particules. Ce qui représente une réduction considérable. Les ingénieurs ont dû faire face à un second dilemme, l'autonomie des navires. En effet, la plupart des trajets s'effectuent entre l'Asie et l'Europe. Les enjeux de ravitaillement sont donc essentiels. Moins un navire s'arrête en cours de route, plus les frais et le temps de trajet sont réduits. Les porte-conteneurs au GNL doivent pouvoir parcourir des distances inouïes sans ravitaillement. Ils doivent embarquer suffisamment de carburant. L'objectif est clair. On va parcourir la moitié de la Terre, aller-retour, sur un plat. Pour en arriver là, il a fallu 9 ans d'études. Un défi complexe, car il faut pouvoir stocker une quantité énorme de GNL à bord. L'entreprise française GTT, le leader mondial des cuves de gaz naturel liquéfié, a dû imaginer une cuve sur mesure. C'est la plus grande jamais réalisée. Avec ses 51 mètres de long et 27 mètres de large, elle fait 18 000 mètres cubes, l'équivalent de 6 piscines olympiques. Le choix de la forme liquide est un atout majeur et la solution à une problématique bien connue. Le volume occupé par le gaz, une fois transformé à l'état liquide, est 600 fois inférieur au volume qu'il occupe à l'état gazeux. Donc vous concentrez un volume de gaz tout à fait considérable à l'état liquide. Mais la contrainte est forte. Pour que le gaz garde sa forme liquide, il faut le stocker entre moins 161 et moins 163 degrés Celsius. La cuve doit non seulement résister, mais aussi conserver la température. Pour cela, toutes ces parois sont recouvertes de multiples couches d'isolation, plus de 27 cm d'épaisseur au total. La cuve forme ainsi une sorte de sarcophage, étanche et résistant, comme une glacière géante au cœur du navire.
Après 6 mois d'assemblage de blocs, une nouvelle étape, l'aménagement de la cuve. Il faut isoler un bloc intégralement. Une étape longue, méticuleuse, essentielle. Elle prend jusqu'à 9 mois. Comment conserver une isolation parfaite à moins 161 degrés pour ce gaz naturel? Et ceci dans une cuve qui sera mise à mal en pleine mer, par tous les temps. Pour relever ce pari, le choix a été fait de ces panneaux en polyuréthane de 27 cm d'épaisseur. Ce sont eux qui protègent l'enveloppe externe du froid intense. Les panneaux sont ensuite collés sur toute la hauteur de la cuve, puis fixés. L'espace est divisé en plusieurs étages pour accéder à toute la surface de l'immense chambre. L'opération prend 7 semaines. La première couche d'isolation est posée. Mais est-elle parfaitement étanche? Même si le chantier est une course contre la montre, les équipes doivent s'assurer du zéro défaut en examinant toutes les coutures. Elles se répartissent le travail en délimitant les zones d'inspection. Il faut bien inspecter toutes les zones. Benjamin Oncina supervise l'opération. Chaque centimètre carré est vérifié à l'aide d'une baguette équipée d'une boule de métal à son extrémité. Cet outil est frotté contre la paroi. S'il y a une bulle d'air, s'il manque un collage, cela se sent immédiatement. Sur une cuve de cette dimension-là, il y a des dizaines de kilomètres de collage et il faut que tous ces collages soient parfaits. Et donc là, il est en train de vérifier si un collage a été bien effectué. Benjamin a trouvé un défaut. Dans ce cas-là, les techniciens utilisent une méthode efficace, surprenante par sa simplicité. Là où il y a un doute, on recouvre la paroi d'eau savonneuse avant de placer dessus ce cube de plexiglas. Grâce à une pompe, on y fait le vide. Si des bulles d'air s'échappent à travers la paroi, cela prouve que l'étanchéité n'est pas parfaite. Alors, le collage doit être impérativement refait, tout en respectant les cadences de construction. Pas une minute à perdre, il faut poursuivre l'opération sur les niveaux inférieurs. Le compte à rebours continue. Après 16 semaines, la première étape de l'aménagement de la cuve se termine. Une seconde, beaucoup plus longue, débute. La cuve, c'est le réservoir d'énergie du bateau. Le gaz liquide contenu à l'intérieur est acheminé jusqu'au moteur. Problème, le volume de gaz et la distance à parcourir dans le bateau sont très importants. Le moteur est situé à l'autre extrémité du navire pour qu'il reste bien équilibré. Il faut donc placer un extracteur dans la cuve. C'est cette pièce. Elle pèse 25 tonnes. Son rôle, envoyer le gaz vers le moteur. Son nom, le mât gaz. Le mât gaz va supporter un élément fondamental du fonctionnement du navire, c'est-à-dire les pompes qui vont alimenter la chaîne gaz, lequel gaz va alimenter le moteur. Les ingénieurs français ont dû concevoir un mât quasiment indestructible, car dans la cuve, il est confronté à des conditions extrêmes. Dans cette cuve, on a des mouvements de gaz liquéfié à moins 161 degrés. Plus la cuve se vide, plus les vagues de liquide vont percuter le mât situé au centre. Et il va falloir que ça tienne pendant extrêmement longtemps. Donc c'est du très solide. C'est quelque chose de très impressionnant à voir. Un froid glacial et des pressions énormes donc, auxquelles le mât devra résister sans bouger d'un millimètre pendant plusieurs années. Entre le moment de la livraison et la prochaine fois où on aura la chance d'aller dans la cuve, il va se passer au minimum 5 ans. 5 années durant lesquelles le mât est totalement inaccessible. Il doit donc être d'une fiabilité absolue. Sur le méga chantier de Shanghai, le défi se poursuit.
Sur l'un des porte-conteneurs, la cuve a reçu sa première couche d'isolation. Une seconde doit être posée. Mais avant cela, il faut installer le mât gaz. La pièce est introduite par le haut de la cuve. Ce mât fait 6 mètres de large et l'ouverture par laquelle il pénètre est à peine plus grande. La descente se fait centimètre par centimètre, une quinzaine d'ouvriers mobilisés pour cette opération délicate. Le monstre de métal se balance en l'air. Le mât est solidement fixé au support en place. À son extrémité, à quelques centimètres au-dessus du fond de la cuve, 4 pompes. Elles vont récupérer chaque goutte de gaz liquide. Quand on voit ça, on se demande mais comment c'est possible? Comment ça va tenir? C'est suspendu au toit de la cuve et ça descend jusqu'en bas avec la pompe qui va pomper le liquide au plus près du plancher de la cuve. Une installation d'une fiabilité à toute épreuve. Les ouvriers peuvent poser la dernière couche d'isolation de la cuve, la membrane primaire, une tôle de 1,2 mm d'épaisseur. C'est elle qui donne l'aspect gaufré, si particulier au cœur des porte-conteneurs. Cette membrane si fine est pourtant d'une efficacité redoutable. En effet, le froid intense du gaz liquide contracte l'acier. Il est donc indispensable de donner de la souplesse à la structure. La membrane gaufrée, avec ses rebords ondulés, est la solution parfaite. Son génie, c'est la souplesse qu'elle a. Et cette souplesse, elle est produite par ces ondes. Ces ondes sur ces plaques d'acier inoxydable qui vont se contracter sans exercer d'effort sur les kilomètres de soudure qu'il y a dans la cuve. Pas moins de 6,5 km de soudure sont réalisés. D'une résistance extrême, ce sont les mêmes que dans l'aérospatiale. Après 8 mois de travail, la cuve a désormais son aspect final. Avant de la fermer définitivement, un dernier contrôle. Aucun débris, aucune poussière ne doit demeurer. Dans 4 mois, ce bateau doit être livré. Trois mois après le début du chantier sur le continent, c'est une journée particulière qui commence pour les ingénieurs de CMA-CGM. C'est là, en effet, qu'une pièce centrale est mise au point. Dans les entrepôts, l'assemblage d'un moteur est terminé. Un des éléments les plus spectaculaires des navires. Avec ses 24 mètres de long pour 18 mètres de haut et son poids de 2000 tonnes, il produit une puissance de 63 000 kW. Un bâtiment à lui seul. Avant de l'installer sur le bateau, on effectue un test unique dans son existence. Il est poussé jusqu'à ses limites, à 110% de ses capacités. Un exercice obligatoire pour évaluer sa solidité en cas de situation extrême. En pleine mer, cet ensemble monumental est une des pièces les plus compliquées à réparer. Mais bien sûr, il a été conçu pour faciliter le travail des mécaniciens. Tout est accessible, comme on peut aller dans la machine pour voir et écouter tout ce qui se passe. Ça nous permet de nous rendre compte et d'observer les évolutions. En cas de souci majeur, des trappes sont aménagées pour pénétrer jusqu'au cœur de cette pièce centrale. Les tests sont concluants. Le moteur a tenu ses promesses. Dans quelques jours, il trouvera sa place définitive à bord d'un des 9 porte-conteneurs. « 9 bateaux, c'est 9 moteurs à construire dans un délai très court. Alors, ils sont produits quasiment à flux tendu. À quelques dizaines de mètres du premier moteur, le deuxième débute son assemblage.
Une étape déterminante, car il faut accueillir la pièce principale, l'arbre manivelle. L'arbre manivelle, c'est cet axe qui va relier le moteur à l'hélice et la faire tourner. Il pèse 220 tonnes. Inséré dans la partie basse du moteur, il est mis en mouvement grâce à 12 pistons. Là, on est sur le cœur du navire. C'est ça qui va transmettre la puissance, c'est le muscle du navire. Tout d'abord, cette pièce est impérativement graissée. Les pistons ne seront connectés que plus tard, lorsque l'arbre manivelle sera en place. Une vraie œuvre d'art d'ingénierie. Près de 220 tonnes s'apprêtent à rejoindre leur abri grâce à des grues impressionnantes. Et encore ici, ce n'est que la moitié de l'arbre manivelle. Les 12 pistons font chacun 1 mètre de diamètre. C'est 10 fois plus que ceux de votre voiture. En pleine action, ils montent et descendent de 3,20 mètres. Le moteur doit maintenant rejoindre sa place définitive sur un des navires. Mais avant cela, il va falloir le démonter pour l'amener à bord. Et ce n'est pas si simple. Aucun véhicule n'est capable de déplacer les 2000 tonnes de ce colosse. Alors, il est divisé en 6 parties, chacune transportée par bateau jusqu'au chantier. Cette pièce est la partie principale. Elle contient l'arbre manivelle. Ce morceau est ensuite descendu. Avec ses 350 tonnes, un contact direct avec le sol, sans protection, déformerait le métal sous son poids. Alors, il est calé sur des pieds. Ce support, bien que temporaire, est solidement fixé. La pièce la plus sensible du moteur est alors déplacée sur un étrange chariot. Cette pièce pèse 350 tonnes et pour la transporter de l'usine jusqu'à la grue qui va finalement la mettre sur la barge, on utilise un chariot. Ce chariot, dans notre langage, s'appelle une traîne. Pour supporter de telles masses, ces traînes possèdent jusqu'à 140 roues. Leur poids est supérieur à celui de 10 semi-remorques. Cet engin est piloté à distance, par télécommande. Sécurité oblige, il roule à moins de 5 km/h. C'est un transport extrêmement lent, ce qui est important quand on transporte une pièce aussi sensible que la partie basse du moteur. Quand la traîne arrive près de la barge, le bateau l'attend déjà. Le moteur est installé le plus lentement possible. Tout est prêt pour l'acheminer jusqu'à la zone du chantier. Pour faire avancer les porte-conteneurs pesant 300 000 tonnes une fois chargés, le système de propulsion se termine par une hélice à la forme unique. Son hydrodynamisme permet de maximiser son efficacité. Les pales sont étudiées de manière à ce que les filets d'eau le long de la coque et qui arrivent à l'hélice aient un passage optimum. Le nombre de pales est aussi étudié pour diminuer la consommation en combustible. Retour sur l'île, au cœur du chantier. Cette pièce a été conçue en Allemagne et fabriquée en Chine. Bon, voici l'hélice. Elle pèse 92 tonnes pour 10 mètres de diamètre. Et c'est cette unique hélice qui va permettre de propulser le navire à 21 nœuds, ce qui représente environ 40 km/h. Elle est raccordée à cette immense pièce d'acier ronde. On l'appelle l'arbre porte-hélice, car c'est lui qui entraîne sa rotation. L'arbre porte-hélice va transmettre une puissance de 85 000 chevaux à l'hélice. Donc le but du test aujourd'hui, c'est de s'assurer que la surface de contact entre l'arbre et l'hélice soit parfait. Autrement dit, la compatibilité des deux éléments doit être de 100%. Aucun écart ne peut être toléré. À pleine puissance, le moindre jeu entre les deux pièces aurait des conséquences irréparables. Pour effectuer ce test,
on utilise un colorant, le bleu de méthylène. Une fois les deux pièces insérées l'une dans l'autre, les traces de bleu vont révéler tous les points de jonction. L'insertion se fait au millimètre près. Il ne faut surtout pas forcer. 52,5. Ok, maintenant on est bien. Petit à petit, l'arbre est remonté. L'hélice et l'arbre porte-hélice se sont idéalement imbriqués. Là, on a un résultat parfait, on a 100% de contact, donc c'est super. Opération réussie. Prochaine étape, les deux pièces seront réassemblées directement sur le navire. Les bateaux étant à des étapes de construction différentes, il faut en permanence vérifier la qualité des tôles et de leur découpe. C'est le seul moyen de ne pas avoir de mauvaises surprises lors des assemblages. Aujourd'hui, c'est Andrei Storonchak qui est chargé de cette mission. Ok, on va vérifier les tôles d'acier. Il contrôle d'abord l'empreinte des plaques. Chacune est unique. 9, 3, 7, 8, 2, 6, 0, 0. Chaque plaque possède une trace caractéristique en plus de son numéro de série. Ainsi, un défaut trouvé plus tard sur une pièce d'acier permettra de retrouver toutes les autres pièces provenant de la même tôle. Un arc électrique est projeté sur le métal à près de 18 000 degrés, coupant l'acier comme du beurre. Le navire entier nécessite plus de 880 km de découpe. C'est la distance qui sépare Paris de Berlin. Ici, pas de robots high-tech, très peu d'automatisation. Tout se joue entre les machines industrielles et la main de l'homme. Chaque ouvrier y a sa place. Déjà, des parties d'un nouveau bateau prennent forme. Ces plaques peuvent maintenant être assemblées pour former des blocs. Sur le chantier, les étapes sont nombreuses. Entre construction, aménagement et inspection, Maintenant, je dois m'assurer que tout est bon. il est maintenant temps de poser le dernier bloc. Celui-ci attend à quelques mètres du bassin. Andrei vient superviser la manœuvre. Le bloc s'élève lentement, se balance dans les airs plusieurs dizaines de minutes avant de s'insérer parfaitement à la proue du navire. Il reste maintenant à le souder pour que le bateau soit enfin totalement assemblé. Ces navires sont des mécanos géants, mais aussi des jeux de couture XXL. Comme des cicatrices, les jointures parcourent de long en large la coque du navire. Là, en fait, on a deux blocs qui ont été préassemblés. On voit bien le joint ici, qui n'a pas encore été soudé. Et donc tout cela est assemblé par soudure. Et il faut 1248 km de soudure pour complètement assembler la coque du Jacques Saadé. 1248 km, c'est la distance qui sépare Marseille de Manchester. Partout sur le chantier, des jets d'étincelles. Des milliers de tôles sont jointes en même temps. Il est fondamental que la structure du bateau en navigation ne montre aucune faiblesse. Ce sera la soudure la plus fragile qui va rendre le bateau fragile. Donc, pour moi, chaque petite soudure, chaque petit tuyau,
Tout a une importance capitale. Une négligence, comme un maillon faible dans une chaîne, peut causer un désastre en cas de choc en mer. Alors, chaque jonction est inspectée minutieusement et refaite si nécessaire. La construction en parallèle des 9 porte-conteneurs se poursuit. Il est temps de fixer l'hélice. Située sous la coque, sa pose est délicate. L'hélice a été fondue en une pièce dans un moule unique. Avec ses 92 tonnes et ses 10 mètres de diamètre, aucun avion ne peut la transporter. C'est donc par bateau qu'elle est arrivée sur le chantier. La fin de son périple est assurée par des grues titanesques. Elle la dépose avec soin dans le bassin. Il faut trouver les moyens de levage associés au poids de cet élément. Pour ça, on utilise des grues spécifiques. En l'occurrence, sur cet assemblage, on a utilisé 2 grues de 125 tonnes pour soulever cet élément et pouvoir l'assembler avec la précision requise. Les hommes vont maintenant préparer l'extrémité de l'arbre porte-hélice. En attendant, il est protégé des impuretés. Rien ne doit entraver l'insertion de l'hélice. L'hélice est amenée lentement sur un chariot. Puis, elle est petit à petit soulevée pour être alignée. Mais comment fixe-t-on une hélice de 92 tonnes? Comment immobiliser des pièces si imposantes? Grâce à la pression de l'huile. On ne force rien, on utilise la pression de l'huile pour pousser l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit fixée. L'injection peut commencer. C'est par l'écrou géant que l'huile est insérée pour fixer avec précision la pièce dans son axe. Sous le regard attentif de toutes les équipes, la pression de l'huile augmente. Elle est surveillée en permanence. Les vérifications se font directement sur la coque, à l'ancienne. Une fois l'hélice fixée, on récupère l'huile qui resservira. Il ne reste plus qu'à découvrir la pièce. Cette nuit, ce moteur, sorti de l'usine, sera de nouveau assemblé. Mais cette fois directement sur le navire. Ici, c'est ce que l'on appelle le couvercle, la partie supérieure. Il va compléter l'installation du moteur. Des centaines de tonnes à transporter, sans rien brusquer. Cette pièce du moteur se balance à plus de 20 mètres, avant de redescendre au cœur du navire. Tout y est prêt. Arbres, manivelles et pistons attendent que la partie supérieure du moteur les recouvre. C'est le seul bateau de cette dimension à être alimenté avec du gaz liquide. L'enjeu, réduire la dépendance au pétrole et limiter les émissions polluantes. Pour arriver à ces résultats, la route a été longue. Il a fallu quasiment 7 ans de recherche et de développement pour mettre au point ce moteur et arriver au résultat qu'on attendait. Cette dernière pièce sera posée dans quelques minutes. Quand on procède à l'assemblage d'un moteur comme ça, c'est un petit peu comme de la précision sur un moteur de voiture de course ou sur un réacteur d'avion. Il ne reste plus qu'à fixer les pièces entre elles. La mer est un milieu particulièrement hostile, mettant la coque à rude épreuve. Avec le sel, les frottements, la peinture s'écaille. Des plaques entières de peinture peuvent même se détacher. Le navire avance alors moins bien.
Dans ce cas, pour maintenir sa vitesse de croisière, il faut alors pousser davantage les moteurs. À ce moment-là, ça crée des turbulences et on augmente la consommation. Les filets d'eau ne glissent plus. Or, la maîtrise de la consommation est un élément clé sur ces porte-conteneurs. La peinture d'un navire est donc très importante. Aucun coquillage ou autre organisme ne doit pouvoir s'y accrocher. Sa pose nécessite plusieurs étapes. Il y a plusieurs couches, de manière à protéger l'acier de la corrosion, de manière à ce que le navire glisse le mieux possible dans l'eau. Il y a plein de choses techniques derrière la peinture, ce n'est pas que de la couleur. Avant de poser la dernière couche, il faut vérifier que la précédente est impeccable. Et ce n'est jamais le cas au premier essai. On trouve toujours quelques défauts. Un ingénieur va vérifier par lui-même. Il utilise un monte-charge pour tout checker. Et cette inspection n'est pas toujours de tout repos. Descends, descends. Avec la hauteur, le vent fait tanguer dangereusement la nacelle. Si la paroi n'est pas impeccablement lisse, alors la zone est poncée avec une disqueuse, puis repeinte. Ok, on laisse ça comme ça, ils vont repasser réparer. La tâche est gigantesque. Sur chaque navire, il y a près de 950 000 mètres carrés à peindre, l'équivalent de 135 terrains de football. Il faut savoir que le total du poids de la peinture peut faire jusqu'à 1% du poids du navire. L'application de la dernière couche de peinture peut commencer. Elle va prendre entre 1 et 2 jours. Pour chaque bateau, on va utiliser près d'1 million de litres de peinture, dont environ 2 tiers serviront à protéger la partie immergée de la coque. Dans ce porte-conteneur hors norme, une quantité phénoménale de marchandises sera transportée, l'équivalent d'1 milliard de téléphones portables. Que ce soit sur le pont, mais aussi en dessous, dans les cales, tout est acheminé dans des conteneurs au format standard. 12 conteneurs peuvent être empilés en hauteur dans la cale. Quand celle-ci est pleine, on dépose des panneaux de cale au sommet. 12 conteneurs supplémentaires peuvent être alors empilés à l'extérieur. Le volume des cales est vraiment énorme. Quand on se retrouve au milieu d'une cale vide, c'est vraiment très, très impressionnant. On peut charger jusqu'à 23 000 conteneurs sur le navire. Ça peut représenter un poids qui va jusqu'à 215 000 tonnes. Donc c'est le poids de plus de 21 tours Eiffel. Parmi ces conteneurs, on trouve de tout. C'est tout transporté dans les conteneurs. On va transporter du bois, des minerais, des matières transformées, des téléphones, des déménagements, des voitures. Dans les chargements, il y a bien entendu des produits frais, légumes ou fruits. Il faut alors des conteneurs réfrigérés. Ceux-ci sont branchés au bateau. Comme ils produisent de la chaleur, la cale doit être constamment ventilée. Là, je suis en train de regarder les bouches de ventilation. On peut mettre jusqu'à 2000 conteneurs réfrigérés dans les cales du navire, donc c'est très important d'avoir une très bonne ventilation pour pas que les cales surchauffent. Une cathédrale d'acier, aux dimensions immenses. Ça représente 50 000 mètres cubes. La cale fait 31 mètres de haut pour 56 mètres de large. On peut charger jusqu'à 12 conteneurs les uns sur les autres et 22 conteneurs dans la largeur. Donc il y a 11 cales comme celle-ci. Mais comment charger et décharger tant de conteneurs? À côté des navires, les poids lourds ressemblent à des fourmis. Pour embarquer les chargements à l'intérieur des navires, il faut utiliser des grues énormes. Alignés pour couvrir la longueur du navire, leur bras est suffisamment long pour atteindre le côté opposé.
avec ces nouveaux porte-conteneurs qui sont plus larges que les précédents. Un certain nombre de ports ont dû investir dans de nouvelles grues de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus longues et qu'elles puissent aller jusqu'à l'extrémité du bateau. Les conteneurs déposés par les grues sont empilés grâce à un système de glissière. Couche après couche, sur toute la hauteur des cales, mais également dans la partie supérieure. Ces glissières doivent être testées selon une méthode bien particulière. 26, 10, 32, 50. On y fait descendre ce que l'on appelle un dummy container, un modèle factice qui fait exactement les mêmes dimensions que les futurs conteneurs. L'ingénieur CMA-CGM vérifie s'il y a le moindre problème. La plus petite torsion ou toutes sortes de déformations causées par la descente le long des glissières est signalée puis corrigée. Les accroches au sol sont également inspectées. Hors de question que les chargements bougent durant le transport. Tout semble sous contrôle. Le conteneur factice est alors remonté. Que la mer soit calme ou démontée, aucune boîte ne doit bouger. En aucun cas, elles ne doivent tomber en mer. À l'intérieur, sous le pont, ils sont sécurisés. Et puis, sur le pont, ils sont tous attachés les uns aux autres avec des systèmes de fixation extrêmement perfectionnés et précis. Au-dessus du pont, les conteneurs sont fixés à la structure du bateau, mais aussi entre eux. Dans le vocabulaire maritime, fixer un conteneur, c'est le saisir, à l'aide de plateformes. Avec ce système, ils peuvent résister aux vagues les plus puissantes en mer, aux tempêtes les plus violentes. Un lieu du navire est absolument vital. Son centre névralgique, son cerveau. Aujourd'hui, Mathieu va visiter la passerelle de commandement. C'est d'ici qu'est assurée la conduite du bateau en mer. La passerelle n'est pas encore prête. Les ouvriers terminent les ultimes câblages ainsi que les connexions des équipements de navigation. Il faut savoir qu'il y a plus de 750 km de câbles sur le Jacques Saadé et des milliers de connexions à vérifier. Emmanuel Delran, le commandant de ce bateau, vient prendre ses marques. C'est lui qui, pour la première fois, va piloter ce géant. Une lourde responsabilité. Ici, tout est à la pointe de la technologie maritime, en particulier une table tactile high-tech. Cette table tactile est interconnectée avec tous les autres écrans de la passerelle. C'est vraiment un outil très intéressant pour la sécurité du navire. On peut zoomer, dézoomer, déplacer. Il n'y a pas de pixelisation. On peut également cliquer sur un amer, donc une bouée, un port, et les informations apparaîtront. Je vais pouvoir zoomer sur les dangers et expliquer aux gens ce que j'attends d'eux. Quand on conduit le navire, je veux qu'on passe au nord de ce danger, je veux qu'on passe au sud de ce danger, je veux qu'on m'appelle à tel endroit parce que je veux moi passer ce danger, etc. Aux côtés de cette technologie dernier cri, on trouve aussi bien évidemment les outils de navigation classiques. On a ici la barre. Ce qui est fou à imaginer, c'est que cette toute petite barre va permettre de faire tourner le Jacques Saadé, et c'est 285 000 tonnes une fois chargé. Mais comment, avec des dimensions monumentales, garer ces titans à quai? Comment ne pas perforer la coque d'1,5 cm d'épaisseur? Il existe 2 postes extérieurs spécialement dédiés à cette manœuvre, un à bâbord, un à tribord. On y retrouve toutes les commandes du poste de pilotage. Donc là, tu as la console déportée, je l'ouvre. Lorsque je veux mettre le bateau à quai, ici, je viens à cette position ici et je regarde le quai en bas.
Je vais utiliser le propulseur d'étrave qui est là. Quand je mets les commandes à droite, le navire va aller à droite. Je remets à 0. Quand je mets les commandes à gauche, le navire va aller à gauche. C'est l'avant qui est dirigé par ce système. Avec cette petite manette, je commande un moteur de 85 000 chevaux qui est directement relié avec l'hélice. Une manœuvre délicate, effectuée à 0,4 km/h. Problème, malgré la vitesse réduite, il est impossible d'avoir à la fois la vision de l'arrière et de l'avant d'un navire de 400 mètres de long. Pour y remédier, un système appelé Smart Eyes est installé. Ce sont 8 caméras réparties sur le bateau permettant de voir toute la longueur du quai sans déformation. Ainsi, le porte-conteneur peut être approché en parallèle sans risque de dommages. Là, j'aurai l'indication de mes caméras, de ma position sur la carte, de mon éloignement du quai. En fait, là, c'est un petit peu comme l'intérieur d'un cockpit d'avion. La construction du premier porte-conteneur, le Jacques Saadé, touche à sa fin après 1 an et demi de travaux. Les 8 autres seront tous achevés au cours des 8 mois suivants. Pour la première fois, le Jacques Saadé part en mer pour 15 jours de test. L'intégralité de ses équipements est alors contrôlée en conditions réelles. Tout se fait depuis la passerelle où l'ensemble des appareils sont interconnectés. On a par exemple les radars, on a les cartes électroniques, on a aussi un système d'identification des navires. Donc toutes ces informations peuvent être regroupées sur un seul et même écran. Des données externes au navire donc, mais on y trouve aussi des données propres au porte-conteneur. On a aussi toutes les informations relatives à la puissance du moteur, rotation de l'hélice, angle de barre. Et donc toutes ces informations sont directement accessibles et facilement accessibles pour l'officier de quart ou le commandant. Ces équipements, cependant, ne suffisent pas. Ils sont juste une aide à la navigation. Une machine ne remplacera jamais un homme. C'est l'expérience des équipages qui est déterminante. Le navire est l'un des navires les plus informatisés électroniques du monde. On a toutes les informations que l'on désire. Toutefois, commander un navire, c'est croiser les données et être sûr de ce qu'on lit sur les écrans. Speed 24, 6, vitesse 24, 6, 11. Distance 7, 5, 9, 6. 5, 9, 6. Ok, merci. Ok, thanks. On teste les équipements électroniques, mais aussi les éléments mécaniques. Comment ce tout nouveau moteur va-t-il réagir? Des essais vitesse sont menés. Le moteur principal est réglé à 90% de puissance. Et donc on mesure tous les éléments extérieurs qui peuvent influencer sur la vitesse, comme la direction et force des vagues, de la houle, du vent. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la plus faible consommation possible, et donc la plus faible empreinte environnementale. Alors le bateau est poussé à ses limites lors de ces tests. On va faire des essais que le bateau ne verra plus jamais. Il va voir ça une fois dans sa vie. 3, 2, 1, start! Aujourd'hui, le moteur réagit correctement lors des tests. Demain, une autre épreuve attend le navire. Lorsque le bateau est à l'arrêt, il ne doit plus bouger. Il faut alors faire appel à l'un de ses éléments les plus emblématiques, son ancre. Elle aussi est bien sûr testée. Ici, l'ancre est à l'image du bateau, tout en démesure. On check le mouillage, ainsi que les performances de ce que l'on appelle le guindeau. J'ai regardé l'ancre, elle est bien droite. C'est-à-dire le mécanisme permettant de remonter l'ancre sur le bateau. Donc nous avons mouillé l'ancre par plus de 100 mètres de fond. Et maintenant, on vérifie les performances du guindeau. On vérifie que le moteur est capable de remonter le poids de la chaîne et le poids de l'ancre, qui pèse plus de 27 tonnes. Et c'est sans compter les maillons. Chacun fait 300 kilos. L'ensemble de la chaîne pèse près de 372 tonnes, un poids supérieur à 60 éléphants d'Afrique. Après quelques minutes, l'ancre sort des flots. Le bateau semble prêt à traverser les océans. Après l'inauguration du premier navire,
Le pari est en passe d'être relevé pour CMA-CGM. En un temps record, ces immenses chantiers ont permis à ces navires révolutionnaires de voir le jour. L'audace de l'entreprise française a payé. Les premiers bateaux achevés vont commencer les liaisons régulières. Les autres suivront bientôt. Dans le monde, les flux de marchandises augmentent. Aujourd'hui, 90% du transport de biens se fait par voie maritime. 100 000 navires marchands sillonnent déjà les mers. Mieux gérer leur empreinte carbone est donc essentiel pour la planète. Le monde maritime, d'une manière générale, est en train de vivre une révolution très importante. Le défi environnemental du transport maritime, il est immense. Le gaz naturel liquéfié permet d'avoir des navires plus propres, pour mieux protéger les mers, les airs et les ports. Mais à quoi ressemblera le transport dans 20 ans ou 30 ans? Les ingénieurs de CMA-CGM et GTT sont déjà à pied d'œuvre pour développer des solutions futures. Les enjeux pour l'avenir sont immenses. L'objectif est, à terme, le zéro carbone. Aujourd'hui, on n'a pas la solution sur la table, technologiquement, mais on y travaille tous. C'est une quête, une opportunité fantastique. Libérons les idées, libérons les cerveaux pour trouver les solutions. La naissance de ces porte-conteneurs, c'est bien sûr un défi financier, industriel et technologique. Mais pas seulement. Ces navires sont aussi une grande aventure humaine. Ensemble, ces femmes et ces hommes engagés ont réalisé une prouesse. Ensemble, ils ont relevé le challenge. Un vrai défi pour le XXIe siècle.